Saviez-vous que plus de 800 milliards de dollars de commerce transitent chaque année entre les États-Unis et le Canada? Et certaines villes américaines utilisent davantage les soins de santé, l'électricité, voire les antennes de téléphonie cellulaire canadiennes que celles des États-Unis. Ça paraît fou, non? Mais voici ce qui surprend. En 2025, les rumeurs deviennent de plus en plus insistantes. Et si certains États américains avaient en réalité intérêt à rejoindre le Canada? Ce n'est pas une blague. Des difficultés économiques à la proximité culturelle, de vraies fissures apparaissent le long de la frontière. Alors, la carte pourrait-elle vraiment changer? Votre État pourrait-il changer de drapeau? Restez avec nous, car ce que nous allons révéler pourrait bien redessiner l'avenir de l'Amérique du Nord. Numéro 1. Le Maine, la frontière oubliée. À première vue, le Maine peut sembler être le coin tranquille de la Nouvelle-Angleterre, à l'écart de l'agitation des centres politiques et culturels américains. Mais ne vous y trompez pas, le Maine devient discrètement plus connecté que jamais à son voisin du Nord. L'État partage plus de 240 miles de frontières avec le Canada, et les liens vont bien au-delà de la simple géographie. Le commerce transfrontalier entre le Maine et le Canada est immense, le Maine exportant chaque année pour plus d'1 milliard de dollars de marchandises, notamment du bois et des produits de la mer. Les communautés situées le long de la frontière sont depuis longtemps influencées par la culture canadienne, que ce soit en regardant la télévision canadienne ou en écoutant les stations de radio locales canadiennes. Cependant, la lutte des zones rurales du Maine est bien réelle. Alors que Portland prospère, les villes du nord de l'État font face à un déclin économique. Les papeteries ferment et les industries autrefois animées disparaissent. Les jeunes générations partent à la recherche de meilleures opportunités, tandis que le coût des soins de santé et l'infrastructure limitée suscitent une frustration croissante. Et voici le paradoxe. Juste de l'autre côté de la frontière, le Canada offre des soins de santé subventionnés, une meilleure infrastructure et une énergie moins chère. De plus en plus de résidents du Maine commencent à se demander si les services sont meilleurs, si le commerce est plus fort, et si la culture donne déjà l'impression d'être chez soi, alors pourquoi ne pas aller plus loin et explorer des liens plus profonds avec le Canada? Ce sentiment prend de l'ampleur. Certains vont même jusqu'à se demander si le Maine pourrait être le premier État à franchir le pas. L'idée d'une allégeance canadienne n'est plus aussi farfelue qu'elle ne le paraissait autrefois. Avec une région désormais plus connectée à Ottawa qu'à Washington, ce n'est qu'une question de temps avant que le débat ne s'intensifie. Le Maine serait-il à l'aube d'un nouveau chapitre où le drapeau à la feuille d'érable, et non les étoiles et les bandes, flotterait fièrement sur ses paysages? Numéro 2. Le Vermont, la dérive silencieuse. Le Vermont, souvent imaginé comme l'État pittoresque aux collines ondulantes et au sirop d'érable, a discrètement évolué d'une manière que peu de gens en dehors de ses frontières perçoivent. Si la beauté naturelle de l'État et le charme de ses petites villes sont bien connus, il existe un lien plus profond avec son voisin du Nord, le Québec. Chaque année, le Vermont réalise plus de 150 millions de dollars d'échanges commerciaux avec le Canada, principalement dans les produits laitiers, les céréales et les produits spécialisés. Mais il ne s'agit pas seulement de marchandises. L'État partage un lien culturel et économique avec le Québec, profondément ancré dans la vie quotidienne. L'un des aspects les plus remarquables de la connexion canadienne du Vermont est la solidité de son système d'éducation bilingue. Le français, aux côtés de l'anglais, est enseigné dans les écoles, ce qui reflète les liens croissants du Vermont avec ses voisins francophones du Nord. De plus, des projets de recherche transfrontaliers dans des domaines tels que la santé et la durabilité environnementale sont menés depuis des années, renforçant encore davantage la relation du Vermont avec le Canada. Il ne s'agit pas seulement de commerce ou de culture, c'est une vision commune du progrès et de l'innovation. Cependant, sous la surface, le Vermont fait face à ses propres défis. Le vieillissement de la population, le déclin des villes rurales et la hausse des coûts de la santé exercent une pression sur les ressources de l'État. Plus les habitants du Vermont constatent les avantages de l'autre côté de la frontière, qu'il s'agisse de l'assurance maladie universelle ou de meilleures opportunités économiques au Québec, plus les questions se multiplient. Le Canada pourrait-il offrir un avenir meilleur au Vermont? En fait, en 2025, des mouvements populaires prônant un rapprochement avec le Canada gagnent du terrain. Le Vermont pourrait-il être le premier État à revendiquer une double allégeance, voire une intégration complète au Canada? La conversation est déjà engagée et elle ne fait que prendre de l'ampleur. Si vous appréciez cette analyse approfondie sur les États envisageant un changement, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos analyses stimulantes que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Numéro 3. Le Michigan, le pouls du nord de Detroit.
Quand on pense au Michigan, on imagine probablement l'industrie automobile ou les Grands Lacs. Mais il existe un lien plus profond sous la surface, un lien qui rattache le Michigan non seulement aux États-Unis, mais aussi directement au Canada. En 2024, le Michigan et l'Ontario ont réalisé plus de 90 milliards de dollars de commerce, un chiffre si impressionnant qu'il montre à quel point ces deux régions sont étroitement intégrées. Leurs économies sont entremêlées. Des industries, de l'automobile à l'agriculture, dépendent les unes des autres d'une manière que la plupart des gens en dehors de la région ne soupçonnent même pas. La ville de Détroit, en particulier, est davantage un centre binational qu'une simple ville américaine, avec des échanges quotidiens de pièces, d'outils et de produits finis qui traversent la frontière sans encombre vers Windsor. Mais il ne s'agit pas seulement de commerce. Dans les villes situées le long de la frontière, les Canadiens font autant partie de la communauté que les Américains. Les systèmes de santé canadiens, par exemple, sont fréquemment utilisés par les habitants du Michigan, en particulier dans des zones comme Détroit, où les hôpitaux sont débordés et les temps d'attente sont longs. Dans certains endroits, les gens regardent davantage les médias canadiens que les chaînes américaines et la collaboration transfrontalière dans des secteurs comme l'éducation et les services d'urgence est courante. C'est une situation qui ne donne pas l'impression d'être deux pays distincts. On a plutôt l'impression d'une seule communauté partagée. Ce qui est encore plus surprenant, c'est le nombre d'habitants du Michigan qui se sentent plus proches de Windsor que de Washington. Dans certaines villes du Nord, les habitants travaillent au Canada, font leurs courses au Canada et utilisent les services canadiens plus souvent que ceux de leur propre pays. Certains vont même jusqu'à dire que le Michigan bénéficierait économiquement, culturellement et politiquement d'un rapprochement avec le Canada. Avec le modèle industriel du Michigan en difficulté, surtout après la faillite de Détroit et les problèmes rencontrés à Flint, l'attrait du Nord se fait plus fort que jamais. La question est de savoir combien de temps il faudra avant que cette attraction discrète ne se transforme en un véritable basculement. Numéro 4, le Minnesota. Gelé, mais pas figé. Le Minnesota est peut-être connu pour ses hivers enneigés et ses lacs à perte de vue, mais sous cette surface sereine, l'État penche discrètement vers le nord. Même si les habitants du Minnesota s'identifient aux États-Unis, de nombreuses communautés frontalières se sentent plus proches du Canada que du reste du pays. La relation avec le Manitoba n'est pas seulement géographique, elle fait partie intégrante de la vie quotidienne. Depuis des années, le Minnesota et le Manitoba partagent des infrastructures essentielles, notamment sous la forme du réseau électrique. Des milliers de foyers au Minnesota dépendent de l'énergie hydroélectrique canadienne, Manitoba Hydro fournissant une grande partie de l'électricité de l'État. Ce lien est si profond que s'il devait y avoir un problème avec cet approvisionnement, qu'il s'agisse d'un différend politique ou d'un changement environnemental, cela pourrait entraîner d'importantes perturbations dans la stabilité énergétique du Minnesota. Au-delà de l'énergie, les liens culturels entre le Minnesota et le Canada sont indéniables. Le fort héritage scandinave de l'État s'aligne davantage sur les valeurs canadiennes, notamment en matière de santé, de politique environnementale et de droit du travail. En fait, une enquête récente a révélé que près de 40% des habitants des Twin Cities ressentent une affinité culturelle plus forte avec le Canada qu'avec d'autres régions des États-Unis. Il ne s'agit pas seulement de valeurs partagées, mais de vie partagée. De nombreuses villes situées le long de la frontière sont déjà intégrées au Canada, de bien plus de façons qu'on ne le pense. Des services d'urgence et des programmes de santé communautaire au tourisme transfrontalier et aux festivals culturels, ces régions ne font pas que côtoyer le Canada, elles en dépendent. Cependant, le Minnesota rural fait face à de graves difficultés. Exode, diminution de la population et déclin économique. Les jeunes quittent la région et les petites villes commencent à ressentir la pression. Le Canada pourrait-il offrir un avenir plus durable? Pour beaucoup, la réponse devient de plus en plus évidente à mesure que les liens de l'État avec le Nord se renforcent. Numéro 5, Washington. Cascadia en plein essor. À première vue, l'État de Washington peut sembler être une véritable success story américaine moderne. Son secteur technologique en plein essor, qui abrite des géants comme Microsoft et Amazon, ses villes côtières dynamiques et ses paysages naturels luxuriants définissent l'identité de l'État. Mais en y regardant de plus près, on constate un fossé grandissant entre l'ouest urbain du Washington et son est rural, certaines parties de l'État se tournant vers le Canada plus que jamais auparavant. Il ne s'agit pas seulement d'une question politique, mais d'un changement culturel et économique qui pourrait transformer l'avenir de l'État. Du côté ouest, Seattle et Vancouver sont devenus en quelque sorte des villes jumelles, étroitement liées par le commerce, les talents et des infrastructures partagées. En 2024, l'économie transfrontalière entre Washington et la Colombie-Britannique a dépassé les 50 milliards.
Un chiffre qui met en évidence à quel point la région dépend de ses voisins. Ces deux villes partagent non seulement des routes commerciales internationales, mais aussi des systèmes d'intervention d'urgence, des talents dans la tech et même des ressources en matière de santé. L'intégration profonde entre Seattle et Vancouver n'est pas simplement une coopération, c'est une dépendance mutuelle. Les industries technologiques des deux villes collaborent souvent avec des travailleurs canadiens de la tech qui s'installent à Seattle et inversement, tandis que les entreprises font pression pour des réglementations plus simples et des processus d'embauche transfrontaliers plus fluides. Cependant, la situation n'est pas aussi idyllique de l'autre côté de l'État de Washington. L'Est de l'État de Washington, principalement rural et agricole, s'est senti de plus en plus marginalisé par l'Ouest progressiste et axé sur la technologie. Des questions telles que les droits sur l'eau, le changement climatique et l'aliénation politique ont conduit à l'émergence de mouvements prônant la séparation, voire la sécession. Pour ces régions, un rapprochement avec la Colombie-Britannique pourrait offrir non seulement des avantages économiques, mais aussi une stabilité politique. À mesure que le mouvement Cascadia gagne en popularité, appelant à l'intégration de Washington, de l'Oregon et de la Colombie-Britannique en une région unifiée axée sur l'environnement, la question se pose: combien de temps faudra-t-il avant que les frontières entre États et pays ne deviennent trop floues pour avoir de l'importance? Numéro 6. L'Alaska, l'allié isolé. L'Alaska peut sembler être la frontière ultime, sauvage, isolée et farouchement indépendante. Mais en y regardant de plus près, il est évident que l'influence du Canada est profondément ancrée dans la vie quotidienne, l'économie et les infrastructures de l'État. Contrairement au reste des États-Unis contigus, l'Alaska est plus isolé, tant géographiquement que logistiquement, du reste du pays. Pour accéder au reste du monde, une grande partie du commerce, des déplacements et des routes d'approvisionnement de l'État dépend du Canada. Toutes les grandes autoroutes reliant l'Alaska aux 48 États du Sud traversent la Colombie-Britannique et le Yukon, tandis que ces pipelines énergétiques croisent souvent les réseaux canadiens, créant ainsi un système d'infrastructures hautement interdépendant. Cette dépendance envers le Canada ne se limite pas aux routes et à l'énergie. Les chaînes d'approvisionnement de l'Alaska, en particulier dans ces régions nordiques, dépendent fortement des ports et des chemins de fer canadiens. Les ressources de l'État, notamment le pétrole, le gaz et les minéraux, transitent par les territoires canadiens avant d'atteindre le continent américain ou les marchés internationaux. En résumé, la survie économique de l'Alaska est souvent liée à ses voisins canadiens. Mais les liens les plus importants sont encore plus profonds. Les communautés autochtones de l'Alaska, en particulier dans l'extrême nord, partagent des liens culturels, historiques et géographiques avec les Premières Nations de l'autre côté de la frontière canadienne. Ces communautés arctiques collaborent souvent à la gestion des ressources, à la recherche sur le changement climatique et aux efforts de préservation de l'environnement qui dépassent les frontières nationales. En fait, certains groupes autochtones d'Alaska entretiennent des liens plus étroits avec leurs homologues canadiens qu'avec Washington DC, formant ainsi des alliances binationales qui s'étendent sur les deux pays. Avec l'accélération du changement climatique, l'Alaska est confronté à des défis environnementaux croissants, allant du dégel du pergélisol à l'érosion des côtes et à la disparition des pêcheries. Pendant ce temps, le Canada met déjà en place des programmes de résilience dans le Nord, en collaboration avec les villes arctiques. Alors que la survie de l'Alaska est de plus en plus liée à celle de ses voisins du Nord, une question se pose. À mesure que les besoins de l'État évoluent, l'Alaska pourrait-il trouver plus de stabilité dans son partenariat avec le Canada que dans son lien de plus en plus distant avec les États-Unis? Numéro 7. New York, au-delà de la skyline. Quand on pense à New York, on imagine probablement les gratte-ciel de Manhattan, Wall Street et l'énergie trépidante de la ville qui ne dort jamais. Mais si l'on regarde au-delà de la célèbre skyline, on découvre une toute autre réalité qui se dessine dans le nord de l'État de New York. Cette région de l'État a longtemps été économiquement liée à ses voisins du Nord, l'Ontario et le Québec, et cette relation se renforce d'année en année. L'économie du nord de l'État de New York dépend fortement du commerce avec le Canada. Les secteurs du lait, de l'acier, de l'énergie et même du tourisme sont tous des industries essentielles qui reposent sur la circulation transfrontalière des marchandises. Peut-être que l'exemple le plus significatif de cette dépendance croissante est le Champlain Hudson Power Express, un projet majeur qui va acheminer directement de l'énergie hydroélectrique propre du Canada vers la ville de New York. Alors que New York s'efforce d'adopter des sources d'énergie plus vertes, une grande partie de sa stratégie en matière d'énergie renouvelable est désormais liée aux infrastructures canadiennes. Ce projet ne fournira pas seulement une énergie propre et abordable, il viendra aussi renforcer la dépendance croissante de New York aux ressources canadiennes.
Cependant, la véritable vulnérabilité se trouve dans le nord de l'État de New York, où de nombreuses régions sont confrontées à un déclin démographique et à une stagnation économique. Les communautés de cette zone font face à une base fiscale en diminution, à des usines fermées et à la raréfaction des emplois, poussant les habitants à chercher de nouvelles solutions. Dans ces régions rurales, les liens avec le Canada ne relèvent plus simplement de la commodité. Ils sont devenus une bouée de sauvetage. Les petites villes situées le long de la frontière se tournent souvent vers l'Ontario pour de meilleures opportunités, qu'il s'agisse d'emploi ou de soins de santé. À mesure que la situation économique dans le nord de l'État de New York continue de se détériorer, il devient de plus en plus difficile d'ignorer l'influence croissante du Canada. L'avenir de ces régions pourrait-il être davantage lié au Canada qu'à la lointaine capitale de l'État, Albany? Pour de nombreux habitants, la question n'est plus hypothétique. Elle devient une préoccupation urgente. Numéro 8. Le Dakota du Nord, des pipelines de dépendance. Le Dakota du Nord peut sembler être une terre de champs à perte de vue, de puits de pétrole et de ciel immense. Mais sous ce vaste paysage rural, l'économie de l'État est étroitement liée au Canada d'une manière difficile à ignorer. En 2025, plus de 70% des exportations du Dakota du Nord sont directement envoyées au Canada, un témoignage de l'interdépendance économique profonde entre ces deux régions. L'industrie pétrolière et gazière de l'État dépend fortement des pipelines canadiens, reliant les sables bitumineux de l'Alberta aux raffineries et terminaux du Dakota du Nord. Ces pipelines constituent la colonne vertébrale de l'économie énergétique de l'État, rendant tout changement dans la réglementation canadienne ou les contrôles à l'exportation potentiellement désastreux pour le Dakota du Nord. Mais il n'y a pas que l'énergie. Le commerce agricole entre le Dakota du Nord et le Canada est une pierre angulaire de l'économie de l'État. Blé, soja et machines traversent chaque année la frontière, les agriculteurs et éleveurs canadiens dépendant fortement des importations américaines pour soutenir leurs activités. Ce commerce est si vital que toute perturbation, qu'elle soit due à un conflit politique ou à des problèmes logistiques, pourrait gravement affecter les agriculteurs des deux côtés de la frontière. Alors que les villes rurales continuent de lutter contre la perte de population, la diminution des services de santé et les défis de la diversification économique, la demande pour des services d'urgence transfrontaliers plus formalisés ne cesse de croître. Certains gouvernements locaux vont même jusqu'à proposer des accords conjoints avec les provinces canadiennes voisines comme le Manitoba et la Saskatchewan, afin de partager les infrastructures, les ressources d'urgence et les services médicaux. Cette coopération ne concerne pas seulement le commerce, il s'agit de survie. Les besoins communs de ces communautés des deux côtés de la frontière conduisent à des solutions concrètes et pragmatiques qui estompent les frontières entre les États-Unis et le Canada. L'avenir du Dakota du Nord réside-t-il dans une relation plus intégrée avec son voisin du Nord? Les bases sont déjà posées et elles sont plus solides que beaucoup ne l'imaginent. Numéro 9. L'Oregon, le bois et la technologie dans deux mondes. L'Oregon est peut-être connu pour sa beauté naturelle et ses centres urbains dynamiques comme Portland, mais derrière le succès de ces villes, l'État fait face à d'importants défis économiques qui le rapprochent du Canada bien plus qu'on ne le pense. La vaste industrie du bois de l'Oregon a longtemps été un pilier de son économie, mais ce que beaucoup ignorent, c'est que des entreprises canadiennes possèdent désormais une part importante des terres forestières de l'État. Plus de la moitié des exportations de bois de l'Oregon partent vers le nord pour alimenter la gigantesque industrie du bois canadienne. Et si la réglementation ou la propriété venait à changer, les villes forestières de l'Oregon pourraient subir des conséquences économiques soudaines et graves. Mais le bois n'est pas le seul lien entre l'Oregon et le Canada. L'industrie technologique de l'État s'est développée ces dernières années et une grande partie de son succès est liée à Vancouver, en Colombie-Britannique. Des milliers de travailleurs canadiens qualifiés traversent régulièrement la frontière pour occuper des postes dans le secteur technologique en plein essor de l'Oregon, tandis que les entreprises de Portland et de Vancouver échangent commerce, talents et idées à travers la frontière nord. Cette collaboration transfrontalière a transformé le Nord-Ouest Pacifique en un pôle technologique interconnecté où les frontières entre les États et les nations semblent souvent insignifiantes. Cependant, derrière ce succès, l'Oregon rural est en difficulté. De nombreuses villes situées en dehors de Portland voient leur population diminuer, leurs industries fermer et leurs économies locales vaciller. À mesure que les zones rurales de l'État continuent de se dégrader, un sentiment grandissant émerge. Peut-être que le Canada pourrait offrir un avenir meilleur. Les politiques canadiennes, en particulier celles axées sur le développement durable et l'énergie verte, correspondent davantage aux valeurs de l'Oregon que bon nombre des tendances économiques observées dans d'autres régions des États-Unis.
Pour de nombreux habitants de l'Oregon, l'idée de liens plus étroits avec le Canada n'est pas qu'un simple exercice théorique. Cela devient une bouée de sauvetage. Avec des industries partagées et un chevauchement culturel, l'Oregon pourrait-il trouver son avenir non seulement aux États-Unis, mais aussi dans un partenariat plus profond avec son voisin du Nord? Numéro 10. L'Idaho, le prétendant méconnu. L'Idaho n'est peut-être pas le premier État auquel on pense lorsqu'il s'agit de possibles changements d'allégeance, mais en y regardant de plus près, on découvre un courant sous-jacent de liens économiques et culturels avec le Canada, en particulier la Colombie-Britannique. Souvent éclipsé par ses voisins plus grands, l'Idaho tisse discrètement des liens plus profonds avec son voisin du Nord grâce à des routes commerciales, des industries de plein air partagées et des valeurs qui s'alignent davantage sur celles du Canada que beaucoup ne l'imaginent. L'un des secteurs les plus importants de l'État est celui des activités de plein air, notamment le tourisme, la pêche et la chasse. Ces industries dépendent fortement du trafic transfrontalier, de nombreux visiteurs venant de la Colombie-Britannique en Idaho pour profiter des activités de plein air dans les magnifiques montagnes, lacs et étendues sauvages de l'État. Les routes commerciales entre l'Idaho et la Colombie-Britannique sont également vitales pour les économies locales, avec des exportations clés telles que les produits agricoles et le bois qui affluent vers le nord, au Canada. Ce commerce est particulièrement important pour les villes rurales qui dépendent d'échanges transfrontaliers réguliers pour survivre. Sur le plan culturel, l'Idaho partage de nombreuses valeurs avec les politiques canadiennes, plus progressistes et soucieuses de l'environnement. L'accent mis par l'État sur la durabilité, les énergies vertes et la santé publique reflètent souvent les priorités du Canada, créant ainsi un lien naturel entre les deux régions. Alors que l'État continue de lutter pour diversifier son économie et fait face à la pression d'une population croissante dans ses centres urbains, de nombreux habitants commencent à se demander si l'avenir de l'Idaho ne serait pas davantage lié à la Colombie-Britannique qu'à Washington, D.C. L'Idaho n'est peut-être pas la voix la plus forte dans le débat, mais ses liens de plus en plus étroits avec le Canada laissent penser qu'il s'agit d'un État discret qui pourrait bien surprendre beaucoup de monde dans les années à venir. Bien que l'idée d'un changement officiel puisse sembler lointaine, les forces culturelles et économiques en jeu posent les bases de potentielles alliances futures. Et voilà, 10 États américains où la frontière entre l'Amérique et le Canada pourrait un jour devenir floue. Qu'en pensez-vous? Ces États pourraient-ils vraiment changer d'allégeance? Partagez vos avis dans les commentaires. Nous adorons lire vos opinions. Et au fait, si vous n'avez pas vu notre vidéo précédente, n'hésitez pas à la regarder pour encore plus d'informations surprenantes. Nous avons mis énormément d'efforts dans ces vidéos, alors si vous avez trouvé cela intéressant, n'oubliez pas de vous abonner. Il suffit d'un clic et cela compte énormément pour nous.